et éviter ainsi une intervention un peu plus invasive pour le patient. En ce qui concerne ces webinaires, on va essentiellement, on va parler que de l'approche latérale. On a un petit peu développé la fois dernière l'approche cristal. Il y a eu beaucoup de questions. Je pense que ça mérite une session à part, cette approche cristal qui est pratiquée par de nombreux praticiens. Mais ici, on va parler de l'approche latérale qui, comme vous le savez, peut se faire en un temps ou en deux temps. C'est-à-dire qu'on fait la greffe de sinus et on pose des implants lors de la séance, ou bien on diffère l'implantation après la greffe de sinus. La question que nous nous posons tous et que l'on s'est posé pendant des années, quels matériaux utiliser? Et on se pose toujours, puisque on est toujours à la recherche, je dirais, du matériau idéal. Les greffes de sinus ont commencé avec les matériaux autogènes, extra-oraux, intra-oraux à une époque, et puis on a commencé par mélanger l'autogène aux biomatériaux pour réduire la quantité à prélever au niveau autogène. Et ensuite, depuis de très nombreuses années maintenant, on est passé aux matériaux de substitution osseuse exclusivement, parce que ça marche aussi bien, parce que c'est beaucoup plus simple pour le patient, c'est beaucoup plus rapide aussi comme intervention et bien évidemment moins de morbidité. La littérature est assez claire là-dessus, on ne va pas trop détailler à ce propos. Par contre, on a beaucoup insisté la dernière fois sur l'utilisation de l'hydroxyapatite d'origine bovine, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment dans notre exercice. Et j'ai montré une publication et différentes coupes histologiques que nous avons faites sur l'évolution de la néoformation osseuse en utilisant ce matériau, donc cette hydroxyapatite d'origine bovine. On sait qu'à 6 mois, on a à peu près 15%, plus ou moins 15% de néoformation osseuse. Donc on est dans un os plutôt de type 4, on est dans un os qui n'est pas encore suffisamment organisé. Et on voit ici une coupe histologique à 2 ans qui montre une néoformation osseuse beaucoup plus importante. Donc elle monte vraiment d'une façon exponentielle entre les 6 mois, les 6 premiers et la deuxième année pour de substitution osseuse. Et en rose clair, c'est la néoformation. On voit même les lamelles concentriques, on voit les ostéocytes, on voit les ostéoblastes qui sont en train donc d'assurer ce remodelage osseux. Mais on sait aussi qu'à partir de 2 ans, on a une certaine stabilité, on atteint une néoformation osseuse qui est assez stable, qui apparemment est autour de 60%. Et c'est j'ai parlé aussi rapidement de la classification que nous avons faite avec notre study group, que nous allons revoir parce qu'il me semble important de poser un diagnostic, de classer notre patient dans une case, ça me semble important, pour, pour différentes raisons, pour pouvoir communiquer entre nous, comme on l'a dit assez souvent, mais aussi pour pouvoir analyser nos cas, pour pouvoir poser la meilleure indication pour notre patient. Et si un jour aussi on veut exploiter nos données pour, notamment à travers l'intelligence artificielle, il est essentiel je dirais, d'utiliser des classifications pour pouvoir se retrouver dans les données que nous avons tous et les mettre dans un pot. Donc la classe 1, c'est quand on a une hauteur osseuse sous le sinus comprise entre 2 et 6 mm, et on a une largeur supérieure à 6 mm. Dans ces cas-là, on va pouvoir faire notre greffe de sinus et poser nos implants en même temps. La classe 2, c'est quand on a une hauteur osseuse inférieure à 2 mm, on a une largeur adéquate d'au moins 6 mm. Dans ces cas-là, la greffe de sinus est préalable à la pose des implants qui va se faire 6 à 8 mois plus tard. La classe 3, et c'est celle que l'on va développer aujourd'hui, c'est comprise entre 2 et 6 mètres. Par contre, la largeur que l'on voit ici, elle est comprise entre 3 et 6 mm. Donc, un des paramètres ou deux autres paramètres qu'on utilise, mis à part la hauteur et la largeur, c'est le décalage de base. C'est le décalage horizontal par rapport aux dents
antagonistes, et le décalage vertical. Dans cette classe 3, on a juste un décalage latéral, pas de décalage vertical. Dans ce genre de situation, on va pouvoir faire la greffe de sinus, l'augmentation horizontale et poser les implants en même temps. Dans notre classe 4, on va avoir une hauteur comprise entre 2 et 6 mm, mais une largeur inférieure à 3 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette situation-là, la largeur osseuse, la largeur de la hauteur osseuse résiduelle ne nous permet pas de placer les implants en même temps. Ce qui veut dire qu'il va falloir augmenter la largeur de la crête de sinus horizontalement, en même temps que la crête de sinus, pour pouvoir placer les implants 6 à 8 mois plus tard. La classe 5, c'est quand la hauteur osseuse ne permet pas de placer les implants en même temps, mais il va falloir aussi augmenter en largeur. On a un décalage latéral puisque la largeur fait moins de 6 mm. Donc, greffe de sinus, augmentation osseuse horizontale, par érogé, par expansion, par bloc osseux ou toute autre technique que vous maîtrisez pour que quelques mois plus tard, on puisse poser les implants. Et enfin, la classe 6, c'est évidemment la classe la plus complexe. On a un décalage de base dans le sens horizontal, dans le sens vertical. Et dans cette situation, il faut en général faire la greffe de sinus, augmenter en 3D et poser les implants dans une seconde phase, 6 à 8 mois plus tard. Et ce sera le sujet du troisième webinaire sur le traitement des atrophies postérieures maxillaires. Aujourd'hui, donc, on va parler de la classe 3, de la classe 4 et de la classe 5. Lors de la première session, nous avons abordé la classe 1. On a vu ensemble une vidéo avec une greffe de sinus et pose simultanée de nos implants. On a vu une classe 2, avec c'est-à-dire moins de 2 mm de hauteur osseuse résiduelle sous le sinus. On avait même une perforation, une absence de continuité au niveau crestal de la crête osseuse. Donc, on a géré cette perforation crestale en même temps que la greffe de sinus et quelques mois plus tard, on a vu la pose des implants avec la restauration implantaire et recul sur un certain nombre d'années. Ça va, tout va bien, Franck? On m'entend bien? On t'entend bien. On n'est jamais à l'abri de petits problèmes techniques. Voilà. Voilà, je vois que si ça se passe bien, je continue. Et donc, notre premier cas clinique que nous allons partager ensemble aujourd'hui, c'est un cas de classe 3. Donc, je rappelle, la classe 3, on a un décalage horizontal de notre crête. On a une hauteur osseuse résiduelle sous le sinus comprise entre 2 et 6 mm, c'est-à-dire qu'en théorie, on peut placer l'implant et faire notre greffe de sinus en même temps. Mais vu que la largeur est comprise entre 3 et 6 mm, il va falloir associer une augmentation dans le sens de l'épaisseur, une augmentation horizontale. On l'a évoqué tout à l'heure, ça peut se faire par expansion, ça peut se faire par érogé ou éventuellement d'autres approches, avec une pose simultanée de nos implants. Voilà la situation clinique. Il s'agit du secteur 1. Le secteur 2 avait été déjà traité au préalable. Après avoir extrait les dents, on va, bien évidemment, il y a eu une préparation parodontale préalable. On voit ici la situation initiale bien avant d'avoir traité le secteur 2. Donc, on voit l'état de l'ensemble du parodonte sur ce bilan long cône. On voit aussi l'état des dents dans le secteur 2 qui ont été extraites et l'état aussi des dents du secteur 1 qui a évolué après avoir traité le secteur 2. Voilà ici, après la préparation parodontale, les extractions. En général, on va attendre 3 mois entre le moment des extractions et le moment de l'intervention. Alors, on peut attendre que 2 mois, mais on attend que 2 mois, on va se retrouver avec des alvéoles qui ne sont pas entièrement comblés. Donc, si on veut exploiter le peu de volume osseux résiduel, il est vraiment conseillé d'attendre 3 mois pour qu'on puisse s'ancrer dans cet os résiduel, surtout si on envisage de poser les implants en même temps. Si on intervient en moins de 3 mois, on va se retrouver avec un tissu ostéoïde qui n'est pas suffisamment minéralisé et donc le pas de poser les implants en même temps.
Voilà la radio donc panoramique après les extractions, stabilité de la maladie parodontale, traitement du secteur 2 et on va voir l'état du secteur 1. Donc on voit ici l'épaisseur de la crête, vous voyez, qui ne permet pas de placer l'implant sans une augmentation en largeur, mais aussi une augmentation en hauteur, comme on voit ici avec la proximité du sinus. Et de même, plus postérieurement, on a une hauteur sous-cristale de 3, sous-sinusienne de 3 mm. Voilà le jour de l'intervention, donc avec la pose des implants dans l'axe prothétique optimal, donc 2 implants pour remplacer 3 dents, et on voit au niveau de cette 14 l'importance de cette déhiscence osseuse qui va pratiquement jusqu'à l'apex. On a réalisé notre volet latéral, et on va associer une ROG horizontale grâce aux mêmes biomatériaux, donc notre hydroxyapatite bovine, associée à une membrane non résorbable, fixée à l'aide de clous, comme on le voit ici, et recouverte par une membrane résorbable qui va venir aussi recouvrir notre volet vestibulaire. Donc, greffe de sinus, mise en place des implants avec un minimum de stabilité primaire. On n'a pas besoin ici d'avoir une stabilité primaire très importante. L'important, c'est d'être bien dans l'axe. ROG horizontal, pas d'apport d'os autogène ici, puisqu'on avait décidé d'utiliser une membrane non résorbable. L'os autogène n'est pas indispensable. Il peut tout simplement accélérer la cicatrisation osseuse si on veut faire appel à l'os autogène, mais si on veut aller plus vite, faciliter l'intervention pour le patient, quand on va utiliser cette membrane non résorbable, même quand on est en dehors de l'enveloppe osseuse, ce qui est le cas ici, et comme on le voit très bien sur cette membrane, le fait d'utiliser le biomatériau seul peut être amplement suffisant. Il faut juste lui donner un peu plus de temps avant de passer au stade 2. Adi, peut-être oui. juste pour répondre déjà à quelques petites questions, est-ce que dans ce cas-là, quand tu fais des extractions, est-ce que tu fais un comblement alvéolaire? Un comblement... Bonne question. Non, non, je ne fais pas. On va de Michel Arnaud. Oui. Alors, je vais arrêter le partage pour qu'on puisse mieux discuter. Quand je sais d'emblée que je vais, et c'est une chose que nous avions vue ensemble et on a beaucoup discuté sur ce sujet tous les deux il y a quelques années. Donc, quand on sait d'emblée que on doit faire une greffe de sinus, je pense que le comblement n'apporte rien de plus. Il n'y a aucun intérêt, parce que si on met un biomatériau, il faut qu'on puisse en profiter. C'est-à-dire il faut attendre le délai de cicatrisation qui est d'au moins 4-5 mois, et quand c'est ce type de biomatériau, c'est un minimum de 6 mois. Donc, on va repousser l'intervention inutilement. Donc, on ne fait pas de comblement et on va intervenir à 3 mois, juste le temps donc, de la régénération osseuse dans l'alvéole pour profiter de l'ancrage et faire notre intervention comme prévu. OK. Il y a une question sur les membranes résorbables et non résorbables que tu utilises. On va dire quel type plutôt que quelle marque, quel type de membrane tu utilises. Donc, ce sont des membranes… Alors ça, c'est un cas ancien. Je vous le montre juste pour qu'on puisse avoir des cas avec du recul. Ce sont les membranes PTFE, donc en polytétrafluoroéthylène expansé, qui n'existent plus sur le marché. On peut aujourd'hui utiliser de la même façon les PTFE denses, les DPTFE, qui donnent aussi de très bons résultats. Voilà. On peut aussi utiliser, comme on va le voir dans la séance, dans la troisième partie, on peut utiliser des grilles anti-titane qui ont aussi leurs avantages et on en parlera ultérieurement. Parfait. Allez, tu peux continuer. Sinon, il y avait pourquoi 2 épaisseurs de membrane? C'est une question qui revient souvent. Non, je ne mets pas 2 épaisseurs de membrane, c'est juste, en fait, j'utilise la membrane résorbable en fait, pour colmater les parties que je n'ai pas pu recouvrir avec la membrane non résorbable. Donc, en fait, comme j'ai placé ma membrane sur la fenêtre osseuse, sur la fenêtre latérale et sur une partie de la membrane, j'ai utilisé un autre bout de la membrane pour colmater la brèche qui était ouverte du côté mésial, tout simplement. Mais je ne double pas les membranes résorbables. OK. Allez, on y va. Très bien, c'est parti. Merci.
Alors, voilà la fermeture qui se fait sans tension. Donc, ce sont des points aussi en PTFE que j'aime beaucoup parce ils glissent énormément bien et il y a très peu d'adhésion bactérienne sur ces fils. Mais la clé de succès de ces augmentations, qu'elles soient horizontales ou verticales, contrairement aux greffes de sinus où on n'a pas besoin de manipuler le lambeau vestibulaire, c'est un qui doit se faire d'une façon, je dirais, incontournable pour éviter donc l'exposition de la membrane et éviter donc l'infection et éviter de perdre tous les avantages de cette augmentation. Donc voilà la réentrée qui se fait ici à un peu plus de 6 mois et on voit donc cette augmentation qui s'est faite que ce soit au niveau de la membrane résorbable comme au niveau de la membrane résorbable. Je vous invite à regarder ici cette ROG qu'on a obtenue sans la membrane Gore-Tex. Ici, la membrane Gore-Tex a été bien évidemment déposée, comme on le voit, et on a pu donc obtenir cette épaisseur que l'on cherchait en vestibulaire et de recouvrir entièrement notre déhiscence. Mais ce type d'augmentation, ce type de résultat, on ne l'a pas toujours, on l'a pas dans toutes les situations de la bouche, dans toutes les régions de la bouche. Donc ici, on est dans un site extrêmement favorable. Pourquoi? Parce qu'on a tout le potentiel ostéogénique du sinus qui vient s'exprimer aussi sur la crête. Donc c'est pour ça que les ROG aussi, je pense au niveau du secteur postérieur maxillaire atrophié, je pense qu'ils marchent encore grâce à ce potentiel ostéogénique que l'on obtient à travers l'ouverture dans le sinus maxillaire. On peut voir ici, donc, après avoir déposé cette membrane cortex, ce balcon osseux du côté vestibulaire qui, je pense, est nécessaire, même si, je dirais, il n'y a pas de preuve très formelle sur la nécessité d'avoir ce balcon de 2 mètres. Mais je pense que Franck et moi, on est tout à fait d'accord sur ce point. Quand on peut l'obtenir, c'est vraiment, on pense, notre garantie de stabilité à long terme du niveau osseux autour de nos implants. Et voilà les restaurations ici, avec un suivi de 9 ans. C'est une patiente que l'on voit régulièrement pour des contrôles, pour son suivi paro. Et on a une stabilité osseuse qui est tout à fait agréable à voir et à suivre pendant toute cette période depuis qu'on a réalisé cette intervention où on a associé greffe de sinus et ROG horizontal. Alors, avant de laisser la place aux questions, j'imagine que tu en as quelques-unes, je voulais partager avec vous cette étude. Alors, au sein du study group et en particulier avec Zainab Hamdi, on a essayé de travailler et de faire une recherche assez poussée sur la biblio en ce qui concerne les sinus associés à des ROG. Bien, je vois que un certain nombre d'entre vous le font. Eh bien, la littérature est extrêmement pauvre, malheureusement, à ce propos. Il n'y a même pas de méta-analyse. On a, et ça, c'est sans doute une des meilleures études qu'on a pu trouver, c'est une série de cas, publiés par Urban, que vous connaissez sans doute, où il a évalué sur 16 patients un certain nombre d'implants, un peu plus, enfin 122 implants, sur un recul de 6 ans environ, où il avait un taux de survie, selon les critères compris, entre 97 et 100%. Il a donc associé greffe de sinus avec ROG vertical et ou horizontal. Le gain, vous voyez, vertical, il est en moyenne de 5 mm, horizontal de l'ordre de 7 mm, et une perte osseuse autour des cols implantaires qui correspond tout à fait à ce qu'on a dans les normes autour d'implants placés dans des sites cicatrisés. Voilà, donc j'en ai fini pour la première partie avant donc de passer à la classe suivante, c'est-à-dire la classe 4 que l'on va détailler. Je vais départager l'écran et voilà, donc on va prendre les questions. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. Une question toujours pour l'extraction comblement. Pourquoi pas de maintien du volume crestal, au moins au niveau de la 14, tu vois, de première prémolaire, deuxième prémolaire, extraction comblement à cet endroit-là. Est-ce que tu peux, certainement à cause du timing, c'est-à-dire qu'on serait obligé d'attendre trop longtemps, d'avoir une cicatrisation osseuse valable, 6 mois, pour ensuite implanter, quand est-ce qu'on fait le comblement de sinus?
Donc, tu nous as montré que toi, tu préférais extraire, laisser cicatriser, et puis 3 mois après, comme tu nous l'as dit, mettre en place les implants, faire la ROG et faire la partie osseuse à ce moment-là. Hein, Alors, tu veux en commenter ça? fait, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de, je dirais, on se donne certaines règles, mais je veux dire, ce n'est pas la Bible. Donc on peut, et c'est difficile, on ne peut pas couvrir toutes les situations. Évidemment, quand une préservation alvéolaire permet d'éviter une future érogée horizontale, on va le faire. Donc ici, on avait une perte totale de la table vestibulaire et il était quasi impossible, enfin on savait que la préservation alvéolaire n'allait rien apporter. Par contre, il y a plein de situations, effectivement, notamment sur les 14, où on fait même des extractions, implantation immédiate, et on fait un sinus dans un second temps, voire dans la même séance, pour que le patient puisse, pendant cette phase d'attente, avoir au moins une ou deux dents pour temporiser pendant tout ce délai de cicatrisation. Donc, quand on a des chances de préserver, oui, on préserve. Par contre, quand on sait d'emblée que la préservation ne va rien apporter, on va faire une extraction toute simple et aménagée dans un second temps. Parfait. Pour l'augmentation latérale, donc il y a des questions sur le mélange 50% autogène et 50% xénogreffe. Est-ce que tu fais ça? On a vu que tu as mis là uniquement hydroxyapatite d'olimovine. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu utilises toujours une non résorbable? Est-ce que tu as modifié tes techniques? Est-ce que tu utilises des non résorbables aussi pour ces augmentations latérales? Des non résorbables aussi à résorption lente, crosslink? Enfin voilà, il y a toutes ces questions, donc je te laisse. Voilà. Alors, effectivement, c'est un long débat. Ici, vous avez vu que le défaut était complètement, je dirais, en dehors de l'enveloppe osseuse. Donc, une membrane résorbable, dans ce cas, aurait eu du mal, à mon avis, à recréer ce volume vestibulaire que l'on recherche. Par contre, dans des défauts plus favorables, c'est-à-dire quand vous avez des murs osseux de part et d'autre, ou bien au moins un seul mur, chose qui peut arriver, et on va voir un cas tout à l'heure un peu comme ça. Donc, quand vous avez le mur mésial qui est au-delà du défaut sur l'implant, on peut effectivement faire appel à des membranes résorbables où on a moins de risques effectivement d'infection, d'exposition, plus facile à manipuler. Mais encore, on verra tout à l'heure que les études ne montrent pas tout à fait ceci. Mais c'est un peu, je dirais, l'idée générale qui concerne ces membranes résorbables. Effectivement, si vous utilisez des membranes résorbables, il faut de préférence faire un mélange 50-50, notamment quand votre défaut dépasse de l'enveloppe osseuse, mais peut-être pas autant que ce qu'on a vu ici. Donc, si vous voulez booster un peu plus cette génération osseuse, que vous faites appel à une membrane résorbable, effectivement, il est préférable de faire ce mélange 50-50. Et on a aussi l'option des membranes réticulées, les cross-linked, et on va en parler tout à l'heure. Elles peuvent effectivement rendre service dans certaines situations pour augmenter nos crêtes horizontales, peut-être un petit peu verticales dans certains cas, et dans certaines situations peuvent nous éviter d'utiliser la grille en titane ou bien les membranes non résorbables qui sont, c'est vrai, plus délicates à utiliser et qui demandent une courbe d'apprentissage un peu plus longue que les membranes résorbables. Ok, donc ça c'est précis. Une question, pourquoi dans ce cas 2 implants et pas 3? Est-ce que tu as quelle est Quand j'ai la ta possibilité règle? parce que 2 implants suffisent. Par contre, dans certaines situations, si j'avais été obligé de faire le choix, parce qu'on avait vu que dans cette classe 3, dans certaines situations, on peut faire le choix d'utiliser un implant de petit diamètre pour éviter la ROG horizontale. Si l'utilisation d'un implant de petit diamètre peut nous faire éviter la ROG, on va choisir cette option. Et dans ces cas-là, on va placer 3 implants, effectivement. Mais j'ai un implant standard de 4 par 13 sur la 14, un implant large de 5 par 13 sur la 16. Je n'ai pas nécessairement l'intérêt d'utiliser 3 implants, mais il y a des situations qu'on va voir ensemble aussi où j'ai utilisé 3 implants. Okay, une question un peu plus entre la prothèse et la chirurgie. Pourquoi multi-unité et pas direct implant? C'est une question de… Pour moi, le choix, il est sans conteste et sans discussion.
pour les piliers MUA. Quand vous faites un bridge transvissé direct implant, je pense que on en a aussi discuté ensemble, Franck, cette connexion nous semble essentielle. Elle nous semble essentielle parce qu'elle va assurer une étanchéité en utilisant le cône, en utilisant aussi le tensiomètre, chose que vous ne pouvez pas faire en connectant directement en bridge. Quand vous connectez directement un bridge sur un plan, vous n'engagez pas cette connexion interne et donc vous ne profitez pas du tout ni de la stabilité de la connexion, ni de l'étanchéité de la connexion, ni du platform switching. Donc, tous ces avantages qui nous semblent quand même importants dans la stabilité de l'os proximal est intéressante. Alors ici, on avait des implants à connexion externe, donc c'est Voilà, donc d'anciens là, le cas. concept n'est pas le même. Là, effectivement, ce n'est pas la même chose. Ici, on aurait pu faire une connexion direct implant, ça aurait été pratiquement la même chose puisque la connexion externe n'amène pas tous ces éléments que je viens de citer. Par contre, depuis plusieurs années maintenant, on utilise les connexions internes et là, l'utilisation des piliers MUA a vraiment de grands avantages. Ok. Tu veux encore une question? Continue avec les questions. Il Comme, y en a, comme tu veux. des dizaines. Hein. C'est toi un qui flot mène le jeu. permanent. Moi, je suis là. Alors, une dernière, et puis après, on reprend et puis on Allez, reprend la question OK. après. Y avait-il une différence de qualité osseuse entre la partie couverte par la membrane non résorbable et la membrane résorbable? C'est une question de Jean-Christophe Canobas. Oui, franchement, cliniquement, je n'ai pas vu de différence. C'était tout simplement dur. Je n'ai pas fait de coupe histologique ici. Encore une fois, la proximité du sinus maxillaire est un élément booster, si je peux me permettre l'expression, dans cette zone-là et qui permet vraiment d'obtenir des ROG super sympas sans trop d'efforts, je dirais. Voilà. Ici, la ROG, elle est pratiquement garantie, même avec une membrane résorbable qui va se résorber assez rapidement. Voilà. Est-ce que tu veux peut-être commenter un dernier petit point? C'est l'histoire sur la fenêtre volet. Tu remets le volet, tu remets pas le volet, et tu mets une membrane résorbable, tu mets une membrane en collagène ou pas. Quelle est l'argumentation pour ça? Voilà. Il y a des questions là-dessus aussi. Alors, Important pour les sinus, on n'a pas abordé jusqu'à maintenant. ouais, donc on discute pas mal dans la deuxième édition du livre qui va sortir dans les prochaines semaines de ce sujet-là. En résumé, pour la faire courte, pendant un certain temps, on a cru que l'association du membrane va apporter de meilleurs résultats, notamment en termes de survie implantaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On sait que si on ne met pas de membrane, le taux de survie semble, d'après les études, similaire par rapport au cas où on a mis une membrane. Par contre, on sait qu'au niveau histologique, le fait d'associer une membrane va permettre d'avoir moins d'invagination conjonctive dans cette zone-là. Alors peut-être que cliniquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, en termes de néoformation osseuse, on a quelque chose de plus homogène et moins d'invagination conjonctive au niveau de cette fenêtre. En ce qui concerne le volet que l'on repositionne, c'est vrai que c'est je dirais, une approche que nous avons adoptée depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, il y a des études qui prouvent, il y a une étude sur le mouton, sur l'animal, et une étude clinique, notamment réalisée par Tawil à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, qui a démontré qu'au niveau histologique, on a de meilleurs résultats quand on réalise le repositionnement de cette fenêtre vestibulaire. Ils ont fait des coupes histologiques donc sur l'humain et ont montré une meilleure régénération osseuse à l'intérieur du sinus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer tout le temps. Donc, il faut savoir, je pense, sélectionner la méthode. Il n'y a pas une technique pour tous les cas. Quand on peut faire cette technique donc de repositionnement, on la privilégie parce qu'elle nous évite d'utiliser une membrane, parce qu'il y a une restitution, je dirais, ad integrum de cette table vestibulaire, puisqu'on repositionne un peu comme un puzzle notre fenêtre, parce qu'on fait aussi des découpes très très fines aujourd'hui grâce aux inserts piezoélectriques. Et sinon, il faut, je pense, choisir aussi d'autres options pour réduire le risque de déchirure, parce que le risque de déchirure, il faut le dire, avec cette approche donc de fenêtre repositionnée,
le risque de déchirure est plus élevé. On l'a constaté dans notre pratique et ça a été corroboré à travers la littérature. Ok, merci Adi. Je pense qu'on peut continuer. Je te dis, il y a des tas de questions. Donc on y va, on avance et puis Ok, ça on essaye marche. de sélectionner les questions qui se ressemblent. On y va. Bien, donc, voyons ensemble maintenant la classe 4, si elle veut bien. Donc, j'ai cette barre qui me gêne ici. Hop. Allez, c'est parti. Donc la classe 4, donc on monte un petit peu en difficulté, crescendo. On a une hauteur osseuse comprise entre 2 et 6 mm. Ça veut dire qu'en théorie, la hauteur osseuse résiduelle nous permettrait de placer nos implants en même temps. Cependant, la largeur osseuse nous empêche de le faire puisqu'on a moins de 3 mm. Conclusion, il faut faire une greffe de sinus associée à une augmentation horizontale pour pouvoir placer les implants dans une seconde phase, en gros 6 à 8 mois plus tard. Donc, on va voir maintenant une vidéo sur une greffe de sinus qui associe une expansion osseuse à une greffe de sinus et je vais laisser la parole à l'auteur que je vous laisserai deviner qui va commenter la vidéo. Il s'agit d'un cas de greffe de sinus associé à une expansion horizontale due à un manque d'épaisseur et un manque de hauteur sous le sinus maxillaire. Donc cette patiente qui est présentée avec un bridge provisoire sur une grande partie de ses dents maxillaires présente un volume osseux réduit au niveau du secteur 2. La simulation ici permet de visualiser la position implantaire et qui indique cette augmentation osseuse pré-implantaire. Donc la pose des implants ne pourra se faire verticale. La scission des charges distales. Il y a un petit problème de son, Adi. Peut-être que tu peux la commenter en direct, ce serait peut-être mieux. Vestibulaire et palatin permet de dégager le site et d'accéder à la base du malaire qui va nous permettre de réaliser la fenêtre d'accès au sinus maxillaire gauche. Préparation du site receveur par élimination de toutes les fibres conjonctives qui traînent et à l'aide d'un serre piézoélectrique, on va réaliser notre fenêtre vestibulaire par élimination, par ostéotomie du tissu osseux. Un premier décollement se fait grâce à un insert en forme de trompe d'éléphant qui va initier ce décollement et qui va être complété par des curettes manuelles à différentes courbures. Et comme on l'a constaté, ces curettes doivent maintenir le contact osseux en permanence, la partie convexe dirigée toujours vers la muqueuse du sinus. La passe de Kierson a permis, comme vous l'avez constaté, d'élargir notre fenêtre de la façon la plus atraumatique possible et donc d'assurer un décollement qui s'est fait sans déchirure. Nous avons néanmoins protégé cette membrane, comme vous l'avez vu, très fine à l'aide d'une éponge imbibée de métronidazole pour d'une part décontaminer le site et aussi assurer une meilleure étanchéité du sinus maxillaire. On va passer ensuite à l'ostéotomie crestale qui va assurer l'expansion horizontale. Cette ostéotomie se fait à l'aide d'un serre-piézo électrique fins qui sont de l'ordre de 0,3 mm d'épaisseur. Donc ces inserts de chez Mectron permettent une ostéotomie très conservatrice du tissu osseux. Donc une ostéotomie crestale, 2 ostéotomies latérales jusqu'à donc la partie spongeuse et une ostéotomie partielle apicale. Ensuite, des ciseaux à os permettent d'écarter cette plaque vestibulaire, mais avant de l'élargir plus que
ceci, nous allons réaliser le forage pour l'emplacement des vis d'ostéosynthèse et ensuite on va réaliser le forage au niveau du site receveur pour qu'en cas de fracture de ce bloc vestibulaire, on évite le décollement de ce bloc. On va ainsi de part en part élargir notre ostéotomie, notre expansion et en même temps transfixer, immobiliser l'os cortical vestibulaire qui est resté, comme vous le voyez, articulé sur sa base. Il est essentiel d'assurer une régénération osseuse en vestibulaire de cette corticale vestibulaire. Ainsi, nous avons réalisé un prélèvement d'os autogène au niveau plus apical à l'aide donc de la râpe à os. Du bios gros grain a été utilisé pour combler le sinus maxillaire grâce à une application à l'aide donc d'un stylo ou du pen. Comblement aussi de la partie béante entre la table vestibulaire et la table palatine au niveau donc de l'expansion. On va tasser aussi d'une façon assez ferme notre biomatériau et ensuite une membrane résorbable, c'est la membrane donc BioGuide qui va venir recouvrir l'ensemble. On va la fixer du côté palatin à l'aide de 2 clous en titane et ensuite sur la face vestibulaire de notre expansion, on va venir appliquer le mélange os autogène bios, comme lors d'une régénération osseuse guidée, pour venir et protéger notre bloc vestibulaire de la résorption, mais en même temps aussi assurer une augmentation, un épaississement de ce bloc vestibulaire, pour qu'à la réentrée, on puisse assurer ces fameux 2 mm minimum en vestibulaire de nos implants. Notre membrane est aussi fixée en vestibulaire par ces mêmes clous en titane qui vont assurer l'étanchéité de notre augmentation osseuse. Enfin, on termine notre intervention par la fermeture du site à l'aide donc de points hématelaciers et continus, ainsi que par des points simples discontinus, mais préalablement, on va donner l'élasticité nécessaire à notre lambeau pour que la fermeture se fasse sans tension. On voit ici comment le rapprochement des berges se fait sans aucune, je dirais, pression, sans aucune tension entre les deux bords. Il se ferme presque spontanément. On peut ainsi vérifier l'étanchéité et la cicatrisation à 2 semaines du site greffé et le contrôle radiographique post-opératoire. Bien. Parfait. Un petit instant pour Vas-y, continue. reconnecter mes oreillettes pour que le son se fasse de la meilleure façon possible. Voilà, c'est parti. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien, tout est OK. Bon, tu m'entends, Franck? Oui, sans problème. Parfait, c'est parfait, tu peux y aller. Nous t'entendons. Enfin, moi, je t'entends en tout cas. Je ne sais pas si tu nous entends. Ah, ça y est, c'est parti. Bon. Cool. Voilà, donc on a vu cette augmentation à travers cette vidéo. Voilà quelques images péropératoires. On peut ici noter l'extrême finesse de cette crête. Et ici, on voit donc la largeur juste de l'expansion. On voit ici l'apport donc 50-50, comme on en a parlé tout à l'heure. La membrane donc résorbable qui est tendue pour donc donner l'étanchéité nécessaire et le volume nécessaire du côté vestibulaire, la fermeture sans tension, la cicatrisation ici au bout de quelques semaines, donc on voit l'absence d'ouverture et la cicatrisation donc à l'abri du milieu buccal et le scanner à 4 mois que l'on peut comparer avec les vues avant. Donc sur les images, les 2 premières lignes du haut, vous avez les scoop scanners avant et on peut ici voir à peu près aux mêmes coupes, merci Marois ici pour les
coupes que tu as eu la gentillesse de me faire encore hier soir pour pouvoir les voir de la façon la plus superposée possible entre avant et après. Et donc, ce qui fait que la réentrée va se faire de la façon la plus, je dirais, agréable possible. Voilà donc nos réentrées. Très peu de résorption. Évidemment, on n'a pas d'augmentation verticale qui puisse se faire ici. On n'est pas à une exigence esthétique très élevée de la patiente qui ne découvrait pas. On a pu poser nos implants dans de bonnes conditions. Donc, si on voulait faire une augmentation verticale, ça n'aurait pas été la même approche, évidemment. Et voilà le résultat final, ici avec un suivi à un peu plus de 2 ans et demi et une stabilité osseuse autour de nos 2 implants. Donc la question que l'on se pose et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'expansion osseuse, quels sont les résultats et en particulier quand ils sont associés avec les greffes de sinus. Là aussi, très peu d'études à ce propos. Alors on a un petit peu regardé aussi évidemment au niveau de la littérature. Et qu'est-ce que nous dit la littérature à propos des taux de survie dans les expansions osseuses d'une façon générale, que ce soit associé à des greffes de sinus ou pas? Voilà 3 études intéressantes, des études systématiques et dont une méta-analyse qui nous a donné les résultats qui vont s'afficher, qui sont en train de s'afficher à l'écran. Au début, on pensait franchement ne pas trouver grand-chose parce qu'il y a beaucoup d'approches, je dirais, différentes et ce n'est pas une technique, je dirais, aussi développée que la régénération osseuse guidée, car sans doute plus, je dirais, complexe au niveau chirurgical. On a quand même trouvé pas mal de choses intéressantes. On voit ici un certain nombre de publications non négligeables, 27 publications considérées dans cette étude, dans cette revue systématique, plus de 1000 implants, plus de 1000 patients, plus de 3000 implants, et on voit des taux de succès et des taux de survie tout à fait équivalents en général à ce que l'on obtient dans de l'os natif. Bien évidemment, il y a je dirais, des conditions à respecter qu'on ne peut pas détailler aujourd'hui, mais globalement, c'est une approche qui est intéressante, surtout quand on a une table vestibulaire et palatine ou linguale bien distincte. Alors, on a voulu voir aussi dans notre approche, dans notre exercice, qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Et on voit ici donc nos cas qui sont documentés d'une façon, je dirais, presque identique pour pouvoir suivre ces cas de la meilleure façon possible. Et un certain nombre de cas, comme on va le voir, c'était des expansions associées à des greffes de sinus. Voilà les résultats de notre étude, donc, qui a compris, c'est une étude rétrospective, monocentrique, avec un peu plus de 50 patients. Et vous voyez, 16 cas ont été faits avec des greffes de sinus. Donc, dans 16 situations, on avait greffe de sinus associée à une expansion. Et dans à peu près la moitié des cas, la moitié des implants ont été placés immédiatement. Et dans d'autres situations, comme la vidéo que l'on va voir, que l'on vient de voir, les implants ont été placés en différé à cause donc de la finesse de la crête ou à cause d'une hauteur osseuse résiduelle trop réduite sous le sinus maxillaire. On a posé 120 implants, la majorité des implants au niveau de la mandibule et presque 6 ans de recul, un recul moyen, comme on le voit ici. Donc, on avait entre 1 an et 10 ans de recul sur cette approche spécifique donc, de l'expansion. La perte osseuse était tout à fait dans les normes aussi. Dans la majorité des implants, le niveau osseux était au niveau du col implantaire et pour le reste, on était soit à la première spire, soit à la deuxième spire. On a eu un cas d'infection qui a été réglé et on a perdu 2 implants sur les 120 posés dans les expansions. Voilà, donc peut-être qu'on fait une petite pause avant de passer à la classe 5, si tu veux. Alors, écoute, je pense qu'on fera la classe 5. Là aussi, il y a déjà 17-5 ans. Et il y a j'ai pas vu l'heure passer. Bon, si énormément tu... de questions. D'accord. De questions. Ok, ok. On va les remonter. Hein, on va les remonter. Ok, ok. Alors, les clous, est-ce que tu laisses les pins en place? Est-ce que tu les retires? Facilité ou fainéantise? Il y a les deux, on va dire. Disons, plus sérieusement, quand je peux accéder au clou, je l'enlève. C'est-à-dire quand il est autour de la crête, quand il rentre dans le champ de mon lambeau que je fais pour poser les implants, pour faire le stade 2, je l'enlève. Alors des fois, je sais que le clou est là, mais qu'il est trop enfui
sous la régénération osseuse, je ne m'amuse pas à aller trouer, à aller délabrer cet os que j'ai eu tant de mal à reconstruire. On peut le garder. Et quand on utilise des membranes résorbables, c'est vrai qu'on ne décolle pas trop loin et souvent ces clous qui sont apicaux, on va les laisser tranquillement. Alors, de temps en temps, on a un patient sur peut-être 100 ou 2 patients sur 100 qui, de temps en temps, va être gêné par un clou qui a été laissé au niveau apical. On fait une petite incision et c'est souvent plusieurs années plus tard. On ne touche pas, on ne fait pas de lambeau. On fait une petite incision à l'endroit où le clou perce et on l'enlève tout simplement. Très bien, parfait. Est-ce que tu peux parler du déplacement de la ligne mucogingivale dans ces cas-là où il y a des reconstructions latérales en plus du sinus et comment tu réinterviens pour repositionner la ligne mucogingivale, pour traiter et pour travailler sur la gencive kératinisée. Donc, il y a quand même une démarche importante au niveau des tissus mous à ce moment-là. Comment est-ce que tu Absolument. envisages de faire? Alors, ça dépend des cas. Alors, souvent, dans ces augmentations horizontales, effectivement, on a un déplacement de cette ligne de jonction mucogingivale et grosso modo, on a 2 options. Soit ce déplacement n'est pas très important et donc et on arrive avec un lambeau déplacé apicalement, repositionné apicalement, à recréer de la muqueuse kératinisée en vestibulaire et à approfondir le vestibule. Mais dans les augmentations 3D, le plus souvent, on fait appel à une greffe épithélio-conjonctive ou bien à la strip technique pour recréer de la muqueuse kératinisée en vestibulaire et sur la crête et pour repositionner apicalement et pour approfondir à nouveau notre vestibule. C'est un élément extrêmement important et qui est concomitant à toutes les augmentations 3D, que ce soit au maxillaire comme à la mandibule. Au maxillaire, c'est souvent plus facile à gérer parce qu'on peut éviter les greffes en décalant nos incisions du côté palatin et en ramenant de la muqueuse kératinisée du côté palatin. À la mandibule, dans pratiquement tous les cas, il faut faire un apport avec un prélèvement palatin. Très bien, je pense que c'est très complet. Question sur le type de vis pour faire l'expansion osseuse. Quel est le type de vis? Est-ce que tu as une marque? Est-ce que tu as des préconisations à donner pour que ça soit Alors suffisamment ouais, alors cette vis dans les expansions nous semble… oui, pardon, vas-y. non, sans fracturer ton volet, etc. etc. Vas-y, Oui, vas-y, je te laisse. donc déjà cette fixation, elle est essentielle si on veut contrôler et éviter effectivement que cette table, elle peut se décoller à la mandibule, elle va se décoller, elle va se détacher assez systématiquement, mais le fait d'utiliser ces vis va permettre de la plaquer, de la contrôler et ne pas avoir à la repositionner. Donc, comme vous l'avez vu, on pose nos vis avant de finir notre expansion. Alors, il est préférable d'utiliser des vis plutôt de petit diamètre. Dans ces cas-là, c'est des vis de 1,2 mm. Ça, c'est des vis de Mondil qui sont distribuées en France par IPP Pharma. Très bien, parfait. Comment gérez-vous une éventuelle lésion de l'artère alvéolo-ventrale en péropératoire? Il y a toujours cette question. J'ai un seul mot, un seul conseil, si je peux me permettre, c'est le bistouri électrique bipolaire. Alors, il y a différentes techniques pour l'éviter, pour éventuellement arrêter le saignement, mais si vous voulez être tranquille, quelle que soit la taille de votre artère alvéolo-ventrale, le seul moyen de l'arrêter d'une façon instantanée pour vous permettre de travailler d'une façon normale et sans être gêné, c'est vraiment le bistouri électrique. Il n'y a pas de danger d'hémorragie. Je n'ai pas vu dans la littérature des hémorragies qui ont été graves, mais c'est surtout un saignement qui peut être extrêmement gênant et qui peut des fois vous empêcher de continuer votre intervention. Et ce bistouri électrique, c'est vraiment la solution. Après, il y a différentes options qu'on ne peut pas développer maintenant, mais vraiment, c'est ce que j'aimerais transmettre comme message à ce propos. Au niveau des sutures, tu vois, il y a des questions. Est-ce que tu sutures en 2 plans? Pourquoi pas des points simples séparés? Enfin, tu vois, il y a pas mal de questions sur la suture. Alors pour les sutures, quand c'est un sinus simple, vous vous embêtez pas, on fait des sutures classiques, ça, en point haut ou même insurgé, ça n'a pas d'importance. Par contre, quand on fait une ROG, donc ces points matelassiers horizontaux sont essentiels parce qu'il faut absolument assurer donc une herméticité et pour s'assurer de cette herméticité, il faut ramener au moins 3 à 5 mm de préférence
préférence de tissu conjonctif sur conjonctif. Donc, ce sont ces sutures matelassiers horizontaux qui vont permettre de plaquer le conjonctif du lambeau vestibulaire avec le lambeau lingual ou palatin pour pouvoir assurer cette fermeture et cette étanchéité. Et ça doit se faire, encore une fois, sans tension. Et après, vous complétez par des points discontinus ou par un surjet une fois que Alors, vous avez rapproché ces berges. là aussi, il y a plusieurs questions sur le lambeau sans tension. Alors, est-ce que tu vas utiliser un bistouri, le Meisenbaum? Quelle est la technique que tu vas utiliser, bien que on en a déjà Là, on a parlé? bien vu qu'il y a une incision périostée. Il faut qu'elle soit très superficielle, surtout quand le périoste est intact. Quand le périoste a été travaillé au préalable, c'est une autre histoire, c'est plus complexe. Par contre, dans les cas classiques, c'est une incision très superficielle que vous pouvez élargir soit avec un décolleur, mais de préférence avec des ciseaux de Meisenbaum. Très bien, parfait. L'ostéotomie se fait-elle sur toute l'épaisseur osseuse? C'est-à-dire, comment est-ce que tu choisis l'endroit où tu fais ton ostéotomie? Est-ce que tu vas te décaler plutôt en vestibulaire, en palatin? Est-ce que tu la fais au milieu quand tu fais ton… Alors en général, oui, on l'a fait au milieu, on l'a fait dans le tissu spongieux. De toute façon, l'indication type de l'expansion, c'est une table vestibulaire et une table linguale ou palatine bien distinctes. Donc il faut qu'il y ait absolument du spongieux entre les deux pour pouvoir les séparer. Et donc on va se mettre bien au milieu pour bien les séparer en deux. Enfin, et la profondeur de cette ostéotomie, ça va dépendre si vous posez les implants immédiatement ou pas. Si vous posez immédiatement les implants, il faut laisser 2 à 3 mm apicalement pour s'ancrer et pour assurer un minimum de stabilité des implants. Par contre, quand on ne fait pas, comme c'est le cas ici, quand on ne pose pas les implants dans la même séance, l'ostéotomie elle a été faite jusqu'à la longueur voulue, jusqu'à l'entrée du sinus, jusqu'au bas-fond sinusien. Parfait, c'est clair. Quelles sont les consignes et peut-être quelle est ton ordonnance post-op et pré-op? Quels sont les… C'est une ordonnance classique. En général, on donne donc de la prednisone, pas en ce moment, mais habituellement. Donc, 1 heure avant, 60 à 80 mg de prednisone sur 3 ou 4 jours. Et on donne une antibiothérapie, souvent amoxicilline et acide clavulanique, quand le patient n'est pas allergique évidemment, sur 14 jours pour réduire les risques d'infection, notamment au niveau du sinus maxillaire. Avec antalgique et bain de bouche. Antalgique, je ne prescris jamais d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est une règle que je me suis donnée de très longtemps et qui est aujourd'hui correct avec ce qu'on entend dire, mais je pense, enfin, en tout cas, dans ma pratique, je ne les prescris jamais. Très bien. Une petite question sur le métrogène qui n'est plus sur le marché. Tu as parlé de métrogène. Oui, c'est vrai qu'à une époque, j'utilisais cette membrane, enfin, c'est pas une membrane, c'est une éponge collagénique imbibée de métronidazole. C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'utiliser le métronidazole localement, c'est-à-dire l'antibiotique lui-même, quand il est sous forme voilà, d'un gel ou sous forme de granules, etc. Mais ça, c'était des éponges collagéniques effectivement qui étaient disponibles sur le marché et qu'on utilisait et qui ne le sont plus, peut-être dû à cause de cette interdiction d'utiliser du métronidazole en local. Donc, mais je ne pense pas que ça puisse apporter quelque chose de particulier. Comme c'est plus disponible aujourd'hui, on utilise une éponge collagénique normale ou autre chose. Bon, Des peut-être membranes normales. dernière question, puisqu'on a déjà dépassé 6 heures, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la strip technique? Il y a des questions sur la strip technique. Ah, bon. Bon, La bref, strip technique un peu décrite, compliqué comme ça, mais ouais. C'est une technique décrite par Urban, donc qui consiste à prélever un bandeau de gencive kératinisée, épithélioconjonctive au palais, qui fait seulement 3 mm de largeur. Donc l'objectif, c'est de réduire la largeur du prélèvement pour réduire les suites opératoires. Et après avoir décollé en demi-épaisseur donc le site donneur, le site receveur, pardon, et après avoir suturé apicalement notre lambeau décollé en demi-épaisseur, on va sertir cette surface, souvent un petit peu en forme ovalaire, par ce bandeau épithélioconjonctif qui doit remonter en mésial et en distal et qui doit être ancré apicalement par des points croisés sous périosté.
Et ensuite, la surface dénudée est recouverte, par exemple, d'une matrice collagénique pour juste réduire les suites opératoires. Et après, c'est vrai qu'on a des résultats assez intéressants par cette approche qui est assez délicate techniquement, mais on peut aussi pratiquer la greffe épithélo-conjonctive toute simple, classique, et qui donne d'aussi bons résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, on maîtrise beaucoup mieux les prélèvements au niveau du palais. On prélève des épaisseurs beaucoup plus réduites. Donc, même quand on est sur une étendue assez large, le fait de prélever d'une façon bien plus réduite qu'avant, on a des suites opératoires bien plus acceptables par le patient. Absolument. Bon, super. Écoute, on va pouvoir conclure et puis on reviendra avec toi dans 15 jours. Dans 15 jours, Absolument. Et la semaine prochaine, c'est Franck. Donc, on vous attend aussi nombreux. On a dépassé les 1200, je crois, ou 1300 aujourd'hui. Donc, malheureusement, tout le monde ne peut pas se connecter. Et comme vous le savez, si ça vous arrive la fois prochaine ou la fois d'après de ne pas pouvoir vous connecter, puisqu'on est limité à 1000 personnes, n'hésitez pas à aller sur Facebook, puisqu'on transmet le webinar sur nos deux sites, celui du FID et celui d'IFSIA sur Facebook. Parfait. Bon, écoute, c'est le temps c'est le moment de quitter nos amis. On vous souhaite une bonne semaine, encore confinée. On va attaquer notre 5e semaine, la semaine prochaine, donc ça commence à faire long. Absolument, et oui. Bon, en espérant qu'on retrouve bientôt nos cabinets, bien que ça ne se dessine pas de cette manière. En tout cas, on sera là la semaine prochaine, on continue et on continuera pendant toute la période du confinement. Merci de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux et à très bientôt. Adi, merci beaucoup pour cette magnifique présentation, c'est super clair. Comme d'habitude, c'est parfait, magnifique. Merci pour ton animation, Franck, et merci à tous. J'étais aussi très, très heureux de partager cette présentation et c'est vrai qu'on y prend beaucoup de plaisir. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais bon, il faudrait qu'on passe à autre chose. Il faudrait qu'on reprenne notre activité dès que possible. En tout cas, la semaine prochaine, c'est sûr. Si tout va bien, si on n'est pas malade, on est là. Voilà. Ok. Parfait. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Portez-vous bien.